Malgré la Coupe du Monde, mesdames et messieurs, nous sommes fidèles au poste chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine. Comme vous le savez, nous recevons chaque dimanche un invité. Avec cet invité, nous décortiquons les temps forts de l'actualité. Mais comme vous le savez aussi, l'actualité dans le monde est marquée par la Coupe du Monde. Et les équipes africaines sont presque éliminés, à part le Nigeria et le Sénégal, les deux qui nous restent à peu près. Je crois que même mon invité Georges Kapiamba est passionné du foot. Tout à fait. Un peu votre réaction par rapport aux équipes africaines, Georges Kapiamba, qui est président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ. Votre mot par rapport aux équipes africaines, leurs prestations, comment vous les jugez? Oui, j'ai constaté avec beaucoup de préoccupation que la prestation de la majorité des équipes qui représentent l'Afrique n'est pas bonne, n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais il y a deux qui se sont détachés quand même du lot, à savoir le Sénégal et le Nigeria. Nous leur souhaitons davantage bonne chance pour qu'elles puissent aller très loin, dépasser éventuellement même la phase de quart de finale. Nous espérons que la chance sera de leur côté. Beaucoup d'internautes regrettent d'ailleurs la non-participation de la RDC quand on voit comment la Tunisie a presté. Bon, ils se disent vraiment, on a raté cette Coupe du Monde. C'est ça, il avait fallu que la RDC, tout à fait, la RDC avait vraiment sa place au vu de la qualité du jeu qui est élaboré par la Tunisie, qui vient d'ailleurs de se faire battre aujourd'hui de manière assez spectaculaire par la Belgique avec un score aussi important de 5 buts à 2. Je crois que si la RDC avait eu la chance de se qualifier pour le mondial, elle pouvait faire mieux que la Tunisie. Dommage pour notre, pas compatriote, mais quand même notre frère, entre guillemets, Romelu Lukaku, qui est blessé. Ouais. Et on espère qu'il continuera encore cette compétition parce qu'il a marqué énormément de buts. Pour moi, c'est notre Cristiano Ronaldo. Hein. On espère qu'il sera encore là pour soutenir la Belgique. On le veuille ou pas, nous avons des relations très très étroites avec la Belgique. C'est le pays des Noko, on le soutient quand même. Et un peu aussi la France, hein, parce que nous sommes proches linguistiquement avec la France et la Belgique. Donc la CAJ aujourd'hui fait partie de la société civile, Georges Kapiamba, mais beaucoup disent, d'ailleurs un internaute m'a dit de vous poser carrément la question, est-ce que la CAJ n'est pas de l'opposition? Parce que vos positions de foi vont vraiment de pair avec les positions de l'opposition. Non, c'est une très mauvaise analyse, ou soit que il s'est fait influencer par les positions de ceux qui sont au pouvoir, qui, dans leur mauvaise foi généralement, veulent utiliser des arguments, des arguments simplistes du genre que vous êtes de l'opposition. Mais je voudrais tout simplement demander à votre internaute qu'il peut rentrer dans l'histoire. Il verra que, personnellement, mon combat remonte de très longtemps. Nous avons commencé à travailler dans la société civile avant même que ceux qui sont arrivés, qu'on a appelés des libérateurs, avec leur cohorte de l'AFDEL, ne puissent arriver dans ce pays. Ils nous ont trouvés, nous étions déjà engagés dès les discours de Feu Maréchal, de réouvrir l'espace démocratique. Oui, nous avions déjà repris nos activités. Vous avez participé à la CNS à l'époque? Non, je n'ai pas participé à la CNS, j'étais déjà membre de la SADO, mais j'ai participé par le travail de monitoring, faire remonter les informations à notre bureau, nos représentants qui étaient à la CNS à l'époque, Diemoti, qui vit maintenant en Europe avec son équipe qui était constituée de Guillaume Nguefa, Pascal Kambale et tant d'autres. Donc on faisait ce travail-là de terrain. Et je voudrais aussi rappeler que même lorsque l'AFDEL est arrivé, moi j'étais encore à l'université de Lubumbashi, nous avions fait le même travail. Nous sommes parmi les défenseurs des droits de l'homme qui déjà en 1997, au mois de mars, nous avions publié un communiqué de presse sur place à Lubumbashi pour dénoncer l'arrestation d'un groupe des ex-combattants qui s'étaient réfugiés depuis plusieurs années en Angola, mais qui étaient revenus par Lubumbashi avec le général Mbumba Nathanaël. Beaucoup, ceux qui savent la situation qui était pendant ce moment-là à Lubumbashi, ils peuvent se souvenir. Nous avions fait ce communiqué, nous sommes allés remettre à ces dirigeants de l'AFDEL
parce qu'il les avait arrêtés et il les avait détenus dans des conditions infrahumaines. Nous avons fait le même travail. Donc nous le faisons depuis très longtemps. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, dernière question par rapport à la cage. On vous dit que vous êtes sous la botte des impérialistes, que les Occidentaux vous aident, que vous êtes là, vous êtes la main cachée ou la main visible des ambassades occidentales ici en République démocratique. Alors, les gens qui toujours derrière les chancelleries occidentales. Les gens qui réfléchissent comme ça, moi j'ai vraiment pitié d'eux. J'aimerais connaître leur parcours, parce que si c'est des gens qui ont été à l'université, qui ont appris par exemple ce que c'est une organisation de défense des droits de l'homme, sa nature, son rôle dans une société démocratique, une société d'état de droit, ils ne pourront jamais s'étonner de constater que nous prenons de temps en temps des positions. Nous critiquons la gestion de notre pays. Et ce n'est pas parce que nous critiquons que nous devenons automatiquement des gens proches. Non, pas du tout. Vous n'aimez pas la RDC, vous non, pas du tout. Une autre image de la RDC. Non, vous enfoncez la RDC. Non, non, ce n'est pas ça. Vous changez des chiffres. Les autorités les disent, vous gonflez les chiffres, vous noircissez le tableau, tout ça pour avoir... Non, mais c'est faux. Je pense que... Je prends un exemple. Hier, j'étais dans un groupe de discussion avec beaucoup d'autres compatriotes, avec un des ministres, au sujet de l'accident qui est survenu vers Zongo. La route de Zongo. Oui, mais la question fondamentale que beaucoup de compatriotes ont eu à poser, c'était de savoir pourquoi ce genre d'accident se répète-t-il, que ce soit à Kinshasa comme dans d'autres villes de notre pays. Et généralement, il y a des citoyens qui tombent victimes. Dernièrement, nous avons vu le cas d'une dame à Lubumbashi qui a été percutée mortellement par un des véhicules du cortège du gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et la famille n'a jamais été prise en charge. Et le chauffeur qui était au volant de ces véhicules n'a jamais fait l'objet de sanctions. Et la question est revenue. Les gens ont dit, mais pourquoi les chauffeurs qui sont engagés pour conduire, par exemple, les membres du gouvernement, se permettent-ils de rouler sans respecter le code de la route? Ils tirent ce pouvoir-là d'où? Pourquoi il y a l'excès de vitesse? Et puis de deux, les autres ont dit, mais pourquoi d'abord ces véhicules, on bâche souvent les plaques d'immatriculation. Pourquoi tous les gouvernements doivent se déplacer pour une inauguration? Voilà, d'accord. Alors, maintenant, quand nous soulevons ce genre de questions, et ceux qui sont au pouvoir vont répliquer en disant que nous faisons le job de l'opposition. Mais ce sont des interrogations légitimes des citoyens. Nous devons savoir pourquoi ces chauffeurs, eux, bénéficient de l'impunité et avec la complicité de leur patron. Parce que lorsqu'un chauffeur brûle, par exemple, les feux rouges, exagère dans les vitesses, ne respecte pas les codes de la route, vous, le ministre qui êtes à bord du véhicule, vous devez le rappeler à l'ordre. Mais ça ne se fait jamais. Donc, quand nous le disons, on pense que nous faisons, mais nous exerçons notre liberté d'expression et d'opinion. Premier condensé, mesdames et messieurs, l'ouverture de la session extraordinaire au Parlement, et nous allons avoir aussi le point de vue de quelques Kinois par rapport au probable discours de Joseph Kabila, parce qu'on a ouï dire que le président va parler d'ici le 20 juillet. Alors beaucoup de Kinois se disent et se posent la question du contenu de ce discours. Premier condensé, mesdames et messieurs. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a annoncé le discours du président Joseph Kabila devant les deux chambres du Parlement avant le 20 juillet prochain. Plusieurs matières seront traitées au cours de cette session par les deux chambres, parmi lesquelles le projet de loi sur le statut des anciens présidents élus, mais aussi le remplacement de certains membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Les deux chambres aborderont aussi d'autres points importants. Au Sénat, par contre, aucun discours n'a été prononcé lors de l'ouverture de cette session. Un congrès est par ailleurs convoqué pour jeudi 21 juin 2018. Pour rappel, le dernier discours du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à la nation remonte au mois d'avril 2017 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le discours du chef de l'État Joseph Kabila devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès
est considéré par les Kinois comme une occasion de fixer l'opinion quant à son avenir politique. Pour nous, étant que population, nous attendons toujours que le chef de la République qui se prononce si il sera toujours candidat président pour les élections. C'est ça, c'est que notre besoin. Bien sûr que la situation est déjà réglée, mais nous attendons toujours qu'il se prononce. Alors moi j'attends du chef de l'État peut-être d'abord par rapport au 3e mandat, que beaucoup veulent, nous avions vu même des banderoles monter ça et là, et des gens qui en parlent. Mais nous voudrions bien l'attendre de sa bouche et fixer vraiment l'opinion, parce que c'est ce qui est en train de battre le plein maintenant dans la capitale et en particulier et en général dans le pays tout entier, quoi. Le chef de l'État, c'est un homme comme tout autre. Tout ce que l'homme peut parler, des fois, ça peut être très bien, ça peut être aussi mauvais. Il a des erreurs, il a ses fautes, il a aussi ses bienfaits. Alors, ce que moi je peux vous dire, que Dieu l'utilise, que ce qu'il va nous parler nous intéresse. Cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat se fixe comme objectif finaliser certaines lois telles que la loi portant statut spécial des anciens chefs de l'État en République démocratique du Congo. Georges Kapemba, vous avez suivi les attentes de cette population. Beaucoup se disent que ce sera l'occasion pour le chef de l'État de fixer l'opinion par rapport à sa probable 3e mandat à la tête de la République. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce discours? Non, mais je partage les mêmes points de vue que mes compatriotes, parce que d'abord, il faut rappeler que le président Joseph Kabila n'a pas droit à un 3e mandat. Et qu'il est important que lors de son discours, qu'il réaffirme son engagement. Le chef de l'État doit le dire clairement. Pourquoi il doit le dire clairement si la Constitution le dit aussi? Non, mais c'est un leader. Non, c'est un leader. C'est un leader. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des frustrations. Il y a une tension qui est vive. Il y a aussi cette rhétorique qui est développée dans sa famille politique, et qui est tenu par certains cadres importants, comme nous avons eu à les fustiger dans une déclaration de 176 organisations de la société civile et mouvements citoyens, et qu'il est important que lui, en tant que leader, le chef de file de cette famille politique, mette fin à cette discussion qui est anticonstitutionnelle, mais aussi, je pense que en tant que chef de l'État, lorsqu'il y a des problèmes, il y a une sorte de crispation dans les pays, dans une période, sur un sujet, il doit décanter la situation. Il doit décanter la situation. C'est ça aussi le rôle d'un leader, c'est d'arriver à faciliter au moins les règlements d'une situation qui semble être complexe dans une société. Donc nous attendons une loi assurant, protégeant une loi par rapport aux anciens chefs d'État. Pour vous, c'est une façon, comme le dit une certaine opinion, de protéger ces chefs d'État, parce que c'est ce qui se passe en Afrique. Les chefs d'État ont des fois peur de quitter le pouvoir parce qu'ils ont peur de poursuites judiciaires. Pour vous, cette loi peut calmer aussi la situation quand un chef d'État sait que je ne serai peut-être pas poursuivi, je peux vivre calmement dans mon pays. Cela peut les aider à quitter aussi calmement le pouvoir. Non, non, ça ne doit pas être entendu comme ça. On ne peut pas assurer à quelqu'un une impunité, ça c'est exclu. Si je prends non loin de nos frontières au Burundi, le président Nkurunziza a pris son courage, il a fait la déclaration pour calmer les esprits en disant à la fin de son deuxième mandat en 2020, il ne va jamais se représenter, en dépit du fait qu'il y a eu tout un tas de crimes, de violations graves des droits de l'homme commis à la suite même un référendum au Burundi. Voilà, c'est ça. Donc, aller jusqu'en 2030. Il a fait cette déclaration sans avoir obtenu une loi modifiant ou déterminant un statut lui assurant l'impunité par rapport aux crimes antérieurs. Pourquoi cette loi en RDC? Pourquoi on doit mettre l'accent sur cette loi? Oui, bon, je pense que ça peut peut-être se justifier politiquement. Ça peut se justifier politiquement pour dire que dans le prolongement du statut qui est déjà prévu par la Constitution, parce que les gens doivent savoir qu'un ancien chef d'État, lorsqu'il finit son mandat, de par la Constitution de notre pays, il a le statut de sénateur à vie. Donc, logiquement, il ne peut pas y avoir
une autre loi définissant un autre statut en dehors de celui-là. Bon, Donc, peut-être qu'il y a une sorte... Nous attendons voir le contenu. Vous n'avez même pas une idée de ce contenu de cette loi-là? Non, pas encore. Nous attendons prendre connaissance du contenu. Peut-être que ça va aller juste dans le sens d'aménager un peu plus les aspects logistiques, matériels. À part le fait d'être sénateur, il a peut-être droit à des policiers, il a peut-être droit à un salaire, il a peut-être droit au voyage. C'est peut-être ça, mais pas lui assurer une impunité par rapport aux crimes, surtout les crimes graves. Il ne peut pas y avoir d'impunité. D'ailleurs, l'amnistie n'est même pas acceptée ou admise en ce qui concerne les violations graves des droits de l'homme. Donc, par rapport à la CENI, il faut remplacer, ils ont dit il faut remplacer à la tête de la CENI. Pour vous, c'est aussi important avant qu'il y ait les élections, parce que déjà, on laissait la convocation du corps électoral a déjà été faite. Quelques membres, je pense, quelques membres du bureau, mais aussi de la plénière, doivent être remplacés parce que ça fait partie des engagements que toutes les parties prenantes à l'accord de la Saint-Sylvestre, dont moi je suis aussi co-signataire, ont pris comme engagement, notamment pour le remplacement de l'actuel rapporteur par un candidat ou une personne désignée par l'UDPS. C'est tout à fait fondé, il faudrait que ça se fasse. Ça ne peut pas avoir d'impact sur le changement, d'autant plus que le poste du président, apparemment, ne pourra pas être changé, c'est-à-dire Corneille Nangaa est assuré de continuer en dépit de plusieurs fautes qu'il a commises, mais aussi en dépit du fait qu'il n'a pas donné la chance à cette institution de jouer son rôle réellement en tant qu'institution. On va à la CENI, nous allons en parler, réunion CENI mandataire et regroupement politique, et ensuite la société civile Force Vive qui soutient les machines à voter. D'ailleurs, c'est la question que j'avais posée à l'association congolaise pour l'accès à la justice par rapport à cette société civile. On va y aller tout à l'heure, plus de détails. C'est dans une ambiance électrique, devant des mandataires des partis et regroupements politiques, que le président de la CENI va amorcer ces échanges. En toile de fond, la convocation dès ce samedi 23 juin de l'électorat, laquelle coïncide avec l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures. Les BRTC pour les élections législatives nationales et provinciales sont situés dans les locaux des antennes de la CENI. Tous ces BRTC sont ouverts au public tous les jours, de 8h à 16h30, heure locale. Et conformément au calendrier électoral, les BRTC sont ouverts pendant 15 jours pour la députation provinciale, soit du 24 juin au 8 juillet. Ils sont également ouverts pendant 15 jours pour la députation nationale et la présidentielle, soit du 25 juillet au 8 août 2008. Corneille Nangaa va également informer ses hôtes sur la liste définitive des partis et regroupements politiques lui transmise par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a renvoyé à la CENI la nouvelle liste ainsi actualisée. Nous nous en tenons à celle-là. Si d'autres litiges subsistent, ils devront être réglés au niveau du ministère par chacun des partis politiques ou des groupements politiques. La problématique de la caution de 2015 et 2018 a aussi été évoquée. L'engagement du gouvernement à rembourser la caution payée en 2015 par les partis politiques et candidats indépendants selon les modalités pratiques à définir. Quant à l'inscription des candidatures pour les élections de 2018, la caution électorale est à payer conformément à la nouvelle loi électorale, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017. Au-delà de toutes ces informations, les esprits de quelques-uns des mandataires se sont surchauffés lorsque le numéro 1 de la centrale électorale a martelé à qui voulait l'entendre que les élections allaient se dérouler avec la machine à voter.
Elles sont au total 26 coordinations représentant les 26 provinces de la RDC qui viennent d'apporter leur soutien à l'utilisation de la machine à voter prônée par la CENI. C'est au terme de 3 jours de fructueux échanges sur les enjeux électoraux. Société civile Force Vive soutient la tenue des élections le 23 décembre 2018 et refuse toute tentative de report de celle-ci. 2. Considère que, au regard du temps qui nous reste pour la tenue des élections à la date prévue, et en vue d'éviter le report des élections, l'usage de la machine à voter devient une nécessité. 3. Demande à la CENI de rechercher un large consensus aux parties prenantes autour de la machine à voter et la société civile Force Vive s'engage à sensibiliser pour cette fin la population sur l'usage de la machine à voter. 4. Soutiendra tout projet de société, voulais-je dire, qui milite en faveur de l'unité nationale et du développement intégral de la République démocratique du Congo. 5. Se propose la mise sur pied d'un observatoire électoral afin de bien accompagner la population tout au long du processus électoral. Scriptant les mesures de décrispation politique édictées par l'accord de la Saint-Sylvestre, la société civile Force Vive de la RDC encourage le gouvernement à faire plus. La société civile Force Vive 1. Demande au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de mesures de décrispation politique conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. 2. Exige que la décrispation ne soit pas seulement politique, mais aussi sociale et économique, car la population souffre. Notons que l'objectif de ces assises est d'accompagner la population à une participation responsable au processus électoral. Georges Kapamba, on se pose la question, est-ce que la société civile est encore unie? Parce que si je ne me trompe pas, vous vous êtes opposé, si je ne me trompe pas, à l'utilisation de la machine à voter, mais cette société civile est pour l'utilisation de cette machine à voter. Ouais. Alors là, comment se présente? Aujourd'hui, la société civile se présente comme une nébuleuse, comme Al-Qaïda aujourd'hui. Quelle est la position ferme de la société civile aujourd'hui? Non, mais je pense que dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup d'antivaleurs qui se sont développées. C'est comme ça que, par exemple, nous avons des structures de la société civile qui sont des créatures inféodées au pouvoir, qui n'ont pas d'indépendance d'esprit, qui ne peuvent pas réfléchir dans le sens d'allier la loi à l'intérêt public et qui se mettent généralement, les acteurs se mettent derrière certains responsables gouvernementaux. Donc ça ne peut pas m'étonner que ces gens puissent relayer finalement les points de vue de la CENI ou du gouvernement. Ça ne vous étonne pas? Non, mais bon, ça ne m'étonne pas parce que ça fait partie aujourd'hui des problèmes de notre société, où les gens, même des intellectuels, sont disposés ou prêts à vendre facilement leur conscience à coup d'argent, à coup d'avantages. Corneille Nangaa l'a dit ce samedi, que vous le voulez ou pas, on utilisera la machine à voter pour les élections. D'ailleurs, une certaine opinion, même dans les réseaux sociaux, l'ont traité, permettez que nous le disions, d'arrogant quand il est passé sur RFI. Il était trop imbu de lui-même. Et vous aussi, vous avez fait cette lecture? Oui, immédiatement. Je l'ai suivi à 2 reprises sur RFI. J'ai fait mon tweet pour traiter ses propos de peu responsables et en les mettant en garde de l'éventualité de pouvoir assumer la responsabilité de toutes les violations graves qui pourront résulter de la mise en... Mais que reprochez-vous pratiquement nous lui reprochons... à Corneille Nangaa, bien sûr, et à la machine à voter. Que reprochez-vous à cette machine? Alors, le premier reproche est d'ordre juridique. Contrairement à ce qu'il a dit, que la loi n'a pas prévu l'utilisation d'un stylo ou d'un carnet, d'une calculatrice, ça, ce ne sont pas des éléments rentrant dans les modalités opérationnelles d'un vote. Par contre, la machine à voter est une modalité
qui doit être utilisé pour permettre à chacun d'exprimer son vote. Ça devient différent. Laquelle modalité n'offre pas de garantie d'abord de sincérité du vote, de la sécurité du vote de chacun, mais aussi de la confidentialité du vote. D'autant plus que, comme nous avions toujours expliqué, et contrairement à ce qu'il a dit, je l'ai entendu dire que toutes les mamans qui se sont enrôlées ont pris connaissance du fonctionnement de la machine. Non, il a parlé de l'écran tactile. Mais c'est faux, archi faux. Ce sont nous, les intellectuels, de raconter ce genre de choses. Notre compatriote Corneille Nangaa sait que lors de l'opération d'enrôlement, les gens n'avaient pas la possibilité d'aller utiliser ni faire s'approcher de l'écran. Tout s'est limité à se faire capturer et à suivre digital, c'était tout. Mais quand est-ce que ces mamans-là de plusieurs villages ont-elles été associées à l'utilisation de l'écran? Donc, ça va être un problème, d'autant plus que quand je disais les problèmes juridiques, la machine à voter n'a jamais été prévue dans les calendriers. Le calendrier est une décision de la plénière. Que la loi prévoit même le vote électronique, si je ne me trompe pas, il a dit. Oui, mais... Il a un peu dit ça, il a dit oui. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que lorsqu'on publie un calendrier, le calendrier est publié par une décision de la plénière. La plénière n'est pas le bureau de la CENI. Le bureau n'est qu'une des composantes de la plénière. C'est une décision. Lorsque dans les calendriers, on dit que de telle période à telle autre, on va imprimer, conditionner et déployer les bulletins, ça veut dire que toutes les parties prenantes, y compris les partis politiques, société civile, nous sommes déjà liés. C'est déjà une loi pour toutes les parties ainsi que la population. Vous ne pouvez pas, vous réveiller parce que vous êtes président de la CENI, un matin, vous pensez bafouer la décision de la plénière en imposant une autre modalité de vote. La convocation du corps électoral s'est faite ce samedi, donc le train est déjà en branle, le train est déjà en route. Est-ce que la CAGE ne peut pas aider? Peut-être, on sait que la CENI est indépendante, mais vous ne pouvez pas aider cette CENI à faire, comment dire, à vulgariser un peu cette machine, que vous le voulez ou pas. On utilisera cette machine. Est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de chercher des poux sur la tête de Nangaa ou des poux sur la tête de la CENI pour qu'il n'y ait pas d'élection? Vous avez peur des élections? Nous, on a eu des dialogues avec Corneille Nangaa, quelques membres de son bureau. À ce sujet, nous avions discuté longuement. Nous avions mis à sa disposition notre analyse et les préoccupations d'ordre juridique en disant vous ne pouvez pas vous réveiller pour rejeter ce qu'a prévu la décision de la plénière de la CENI, c'est-à-dire faire voter les Congolais et les Congolaises par des bulletins papier pour remplacer la machine à voter. Et l'argument, la raison qui est avancée par lui pour faire remplacer les bulletins n'est pas une raison fondée. Mais il a dit c'est par rapport au coût, par rapport au temps, par rapport à beaucoup de choses. Oui, donc ça va faciliter. Il n'y aura plus autant de bulletins. Nous avons vu les erreurs de 2006 et de 2011 avec le centre de compilation et tout ça. Donc il y aura facilité de contrôler par rapport au PV, par rapport à la machine. Donc il y a beaucoup plus de facilité. Et cela évitera. Non, il y aura par contre plus de problèmes. Et je crains un chaos électoral avec la machine à voter. Comme l'a dit Corneille Nangaa est en train de préparer ce chaos électoral. Oui, mais c'est clair, c'est pratiquement une farce électorale qui se prépare, qui est en cours. Et il sera le seul responsable à pouvoir répondre des conséquences de cette situation, parce qu'il ne peut pas se justifier autrement. Mais quand il a choisi de la machine à voter, est-ce que vous n'avez pas demandé, il a pris cette décision unilatéralement? Unilatéralement, toujours dans son esprit de forcing. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est que c'est un dirigeant d'une institution d'appui à la démocratie. Comment on peut penser appuyer la démocratie sans tenir compte des autres parties prenantes? Donc il n'y a pas eu de consensus. Hein, ça ne relève pas d'un quelconque consensus, parce que depuis très longtemps, nous l'avons exhorté à faire reprendre, à réactiver les réunions des cadres de concertation qui sont prévus dans la loi sur la CENI, afin de faire participer toutes les parties prenantes à cette discussion. Il n'a jamais fait. Il s'est tout simplement contenté de convoquer les parties prenantes pour faire des communications
Point barre. Mais on ne peut pas diriger une institution. Moi, je me demande si vraiment, dans notre pays, on comprend ce que c'est le rôle d'une institution d'appui. On ne peut pas l'animer si soi-même, on n'est pas d'abord imprégné de vertus de la démocratie. C'est d'abord le dialogue. Mais il est loin, lui, d'offrir les conditions de dialogue. Lorsque je l'entends, par exemple, il dit qu'il n'est pas là pour se faire auditer. Exactement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là comme une institution électro-libre. Mais ce n'est pas ça l'indépendance. L'indépendance est toujours limitée parce que même l'exercice du droit de chacun de nous est limité par le respect des droits des autres. Lorsque vous animez une institution d'appui à la démocratie, vous êtes tenu au respect des règles d'abord de la bonne gouvernance. Vous pouvez vous faire auditer à tout moment parce que vous ne gérez pas votre propre argent, vous ne gérez pas votre propre boutique. Vous ne faites pas les élections pour vous, mais pour... Et puis vous ne faites pas. Vous êtes là pour animer certaines opérations qui sont nécessaires afin que les gens expriment leur vote. Vous ne pouvez pas vous considérer comme le Dieu Tout-Puissant, comme je l'entends à lui. Et puis il va même jusqu'à dire que je ne suis pas là pour rechercher à être populaire, ni favoriser un processus transparent. Mais c'est extrêmement grave. C'est scandaleux de la part du président de la CENI. Et quelle est la garantie qu'il donne à tout le monde si déjà il prend ce genre de position? Donc, je crois que cette interview a permis à tout le monde de comprendre qu'en réalité, notre compatriote n'est pas au service de la nation, mais il est seulement au service d'un groupe d'intérêts ou d'intérêts privés. Nous allons à la MONUSCO comme chaque mercredi, mesdames et messieurs, c'est le point de presse de cette institution, MONUSCO. Nous ont parlé de réfugiés. Nous allons voir aussi la réaction par rapport à l'attaque d'un activiste dans la République démocratique du Congo. Nous soutenons l'intégration des réfugiés auprès de la population congolaise et œuvrons en coopération avec les autorités pour une bonne cohabitation entre les deux populations. Dixit Olivier Guillaume Bir. Ce représentant régional adjoint du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est revenu ici sur le motif même de la création de cette journée mondiale. Donc cette journée mondiale du réfugié, elle a été créée par les Nations Unies pour d'abord saluer le courage de ces personnes qui fuient tout et qui recommencent leur vie dans un milieu différent, mais aussi pour saluer l'hospitalité, dans ce cas-ci du peuple congolais qui accueille ces personnes, et aussi pour dire aux bailleurs de fonds, n'oubliez pas la République démocratique du Congo, qui a déjà d'énormes problèmes et qui en plus reçoit plus d'un demi-million de réfugiés sur son territoire. Olivier Guillaume Bir a également salué la bonne collaboration existant entre le HCR et la Commission nationale pour les réfugiés. La collaboration entre le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et la Commission nationale pour les réfugiés se passe très bien. Nous sommes en pourparlers tous les jours, nous travaillons très étroitement. La Commission nationale pour les réfugiés est un organisme gouvernemental du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui a été créé par un décret. Il faut savoir aussi qu'en République démocratique du Congo, il y a une loi de 2002 portant asile en République démocratique du Congo. Donc nous avons un cadre formel et le HCR agit dans ce cadre formel, la loi portant asile en République démocratique du Congo. À ces jours, la RDC accueille 534 108 réfugiés, 62 000 personnes de plus il y a un an, a renseigné le HCR. Rappelons par ailleurs que cette année, cette journée est célébrée sous le thème « Solidarité entre les comités hôtes et les réfugiés ». Ce sont des méthodes criminelles, comme vous le dites, et aussi ça tend à décourager les combats pacifiques que le peuple congolais est en train de faire. Ce n'est qu'un combat pacifique, non ni armes blanches, ni armes à feu. Ce n'est qu'un combat pacifique qui sont en train de réclamer l'application de notre constitution. Point barre. Pourquoi ça gêne lorsque les gens réclament des dispositions constitutionnelles? Pourquoi ça doit gêner certains? Pourquoi certains doivent se sentir comme s'ils sont indexés? Nous ne voulons pas ça. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on puisse mettre en paix tout le monde. C'est ça la démocratie.
Alors, nous demandons que ces gens-là arrêtent ces jeux de pouvoir changer de méthode. Ils ont laissé les armes, ça devient maintenant des incendies. Non, cette méthode-là, ça ne passera pas. Nous leur demandons d'arrêter ça et qu'on aille dans la beauté de la démocratie, qu'on laisse les gens s'exprimer, monsieur le journaliste. Mais seulement, je demande que nos amis, surtout à la CENI, nous sommes dans un moment très critique, qu'ils puissent arrêter cette histoire de la machine à voter, que nous puissions aller aux élections en paix et que tous ceux qui sont en train de courir derrière lui pour que il puisse continuer à dire que le président Kabila puisse rester là. En tout cas, on en a marre. Pour nous, même le départ de Kabila, avec les signaux que nous sommes en train de voir, pour nous, ce n'est pas une surprise. C'est une surprise pour ceux-là qui sont en train de lier l'existence de leur vie à une personnalité, à un individu. Non, l'individu passera, mais la République restera. Georges Kapamba, c'est vrai que parmi les droits de l'homme, nous devons respecter les réfugiés. La République démocratique du Congo accueille plus ou moins 500 000 réfugiés. Mais il y a des gens qui se disent que nous ouvrons trop nos portes aux réfugiés. Quand nous voyons par exemple la réaction des Italiens aujourd'hui, qui refusent de prendre sur leur sol des migrants, alors pourquoi nous sommes trop lâches par rapport à l'accueil des réfugiés qui nous ont posé des problèmes depuis 1994? Oui. D'abord, une précision, tout migrant n'est pas réfugié. Ok, tout migrant n'est pas réfugié. Non, pas du tout, parce que les migrants économiques, les migrants sociaux ne font pas partie des réfugiés. Les réfugiés, ce sont des personnes qui ont été contraintes à quitter leur territoire, à franchir la frontière de leur pays pour se réfugier dans un autre pays parce que dans leur pays, ils risquaient soit la persécution à cause de leurs activités politiques, leurs opinions, ou soit que parce qu'il y a des violences politiques qui les empêchent de continuer à vivre. Vous me dites que ceux qui quittent leur pays, là, ce sont beaucoup plus de exilés économiques, à la recherche d'une bonne vie. D'une bonne vie, c'est différent. Ils ne sont pas en réalité des réfugiés. Non, pas du tout. Exactement. Donc, leur traitement n'est pas le même. Par contre, ce sont les réfugiés et les déplacés internes qui bénéficient d'une protection la plus importante au niveau international. Je ne dis pas que les migrants ne le sont pas. Il y a aussi d'autres instruments des Nations Unies qui protègent principalement les migrants. Par rapport à nous-mêmes. Donc, par rapport à nous sommes, la RDC a ratifié les deux conventions. Il y a d'abord la première convention des Nations Unies de 1961 sur la protection des réfugiés. Donc, nous avons l'obligation de recevoir, mais nous avons aussi ratifié la convention africaine sur les aspects spécifiques des réfugiés en Afrique. Donc nous avons l'obligation de les recevoir lorsqu'ils présentent tous les éléments qui sont exigés pour recevoir la protection en tant que réfugiés. Vous voyez les traitements qu'on fait par rapport à nous, Congolais, qui sommes réfugiés aussi. Prenons l'exemple des Kassaïens qui fuient la guerre et tout ça, qui sont en Angola. Vous voyez leur traitement? Non, nous sommes maltraités chez les voisins, mais nous, on donne trop de facilité. Il y a des gens qui se disent que nous sommes trop maltraités. Non. Est-ce que c'est faux ou ce n'est qu'une impression? Non, je pense que les gens ne sont pas suffisamment informés. Nous sommes très informés parce que ça fait partie de la protection des droits de l'homme et nous suivons ça à tous les niveaux. Nous sommes bien traités en Angola, nous sommes bien traités en Tanzanie et tout ça. Oui, c'est-à-dire en Angola, il y a deux situations. C'est vrai, il faut faire la différence. Il y a la situation des réfugiés comme les 43 000 Congolais, des Kassaïens principalement, qui avaient dû quitter pour se réfugier du côté de Camonia, du côté de l'Angola, fuyant les exactions notamment des miliciens de Kamwena Sapou et aussi de certains éléments des forces gouvernementales. Et ça, c'est un groupe de réfugiés. Mais il y a une autre situation qui est déplorable pour laquelle nous faisons tous les jours les plaidoyers auprès des autorités de l'Angola par le truchement de l'ambassade. Ce sont des migrants Congolais qui sont allés en Angola à la recherche aussi d'une bonne vie, qui vont travailler dans des mines de diamants, qui sont généralement, malheureusement, refoulés sans respecter les droits fondamentaux
des citoyens. Pour ça, nous n'appliquons pas du tout la réciprocité. On a l'impression que notre gouvernement oui, c'est-à-dire que par rapport à tout ça. À fait, oui, aujourd'hui, vous savez, ce n'est un secret pour personne que la République démocratique du Congo n'a plus de voix dans les concerts des nations. Sur le plan diplomatique, le pays est totalement isolé. Nos dirigeants actuels, de par leur mauvaise politique, ont fait isoler notre pays et on n'est plus en position de peser ou de faire respecter notamment la réciprocité. Vous avez dit que nous ne pesons pas malgré les lobbies. Est-ce que vous avez entendu parler de ce lobby de la CENI? Je reviens à la CENI. Ouais. C'est ce prix que paye Corneille Nangaa pour faire ce lobbying. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une fausse rumeur ou c'est vrai? Non, mais c'est vrai, lui-même a reconnu. Moi, j'ai lu dans beaucoup de médias, il a déjà reconnu. C'est aussi un des aspects de détournement des fonds pour lesquels il n'accepte pas l'audit. Voilà pourquoi, moi, je comprends son rejet d'audit. Alors que c'est un service public. Mais la CENI est un service public qui doit obéir aux mêmes règles. Pourquoi on ira auditer, par exemple, une institution comme la Banque centrale ou tel ministère ou le ministère de la Justice et on épargnerait la CENI? Ils sont tous soumis aux mêmes règles parce qu'ils gèrent les fonds des citoyens congolais. Ils doivent rendre compte. C'est ça même le respect de la redevabilité. Donc, le fait d'avoir engagé les fonds pour obtenir des actions de lobbying aux États-Unis, alors que ces fonds sont destinés à appuyer les opérations des élections, nous sommes là dans un cas de détournement des fonds publics pour lesquels nous attendons toujours l'ouverture d'une action judiciaire auprès du PGR, de la même manière qu'il ne cesse de le faire contre des opposants, notamment Moïse Katumbi. Les activistes, ce Congolais se plaint qu'on est en train aujourd'hui de s'attaquer aux activistes. Le dernier cas vraiment qui a fait froid au dos, c'était l'incendie de la maison de Luc. Je me permets de l'appeler par son prénom parce que je le connaissais personnellement. L'incendie de la maison de Luc. Il y a eu aussi l'attaque de notre jeune homme dans la province, dans l'ex-province de l'Équateur et même à Kinshasa, vous m'avez soufflé. Est-ce qu'aujourd'hui ces activistes, ces jeunes activistes font peur au gouvernement ou à notre État, à nos autorités? C'est ça la réalité. Et pourtant leur combat, ils ont dit, ils n'ont ni pas d'armes, ni d'armes blanches, ni des armes à feu. C'est ça la réalité et vous comprenez, c'est parmi les faits qui poussent aujourd'hui certains pays étrangers comme les États-Unis à considérer, comme tous nous avions considéré, que la place de la République démocratique du Congo à travers ses dirigeants ne peut pas être au sein du Conseil des droits de l'homme. Parce que l'organe du Conseil des droits de l'homme, c'est de s'assurer que les pays exécutent leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme. Ne dites pas que les États-Unis ont quitté cette institution à cause de nous. Non, mais Trump a sur notre agenda. Non, mais ils ont donné parmi les raisons, il y a ça. Et je ne pense pas beaucoup m'appuyer aussi sur les États-Unis parce que moi-même, la CAGE ainsi que beaucoup d'organisations des droits de l'homme de notre pays, nous avons eu à mener une campagne internationale pour empêcher que les dirigeants de la RDC ne soient admis. On vous a reproché cela. On vous a reproché oui, mais c'était un reproche. Patriotisme, pas jusqu'à ce point-là. Non. Les gens confondent les choses. Pour nous, c'était une occasion d'exercer davantage sur nos dirigeants pour qu'ils prennent, qu'ils prennent. Nous sommes des groupes de pression, c'est ça d'ailleurs les ONG, pour que les questions fondamentales des droits de l'homme, notamment les arrestations arbitraires, les détentions prolongées dans des cachots de services de sécurité, que ce soit des opposants, des militants pro-démocratie ou de la société civile, que ces questions puissent trouver une solution. Ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai participé activement à la commission mixte, gouvernement, nous, société civile, pour enquêter sur les violations graves commises à l'occasion des manifestations du 31 décembre 2017 et aussi 21 février. Le CLC reprend d'ailleurs ses activités. Voilà. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas constaté? Sur 19 recommandations, considérées comme engagement des parties prenantes, parce que sur les 19, 17 constituent les engagements du gouvernement, notamment décrispation de la situation politique et libération de tout le monde, notamment les militants de Filimbi, Carbone et consorts. On ne les a jamais libérés jusqu'à ce jour. Par contre, pendant que Carbone et les autres étaient encore en détention au secret, à Rutshuru, on a arrêté encore 16 autres
militants parce qu'ils avaient participé à une manifestation. Alors, nous posons la question de savoir avez claqué la porte d'ailleurs de cette Oui. Nous avons considéré qu'il n'y avait plus lieu de continuer à dialoguer avec un partenaire, un interlocuteur qui semble utiliser tout simplement ces cadres-là pour une consommation extérieure parce que c'était immédiatement mis dans les rapports, dans les discours faits au niveau du Conseil des droits de l'homme pour dire voilà, ne nous suivez pas davantage sur ces questions, nous sommes en train de les régler entre Congolais et Congolais dans le cadre de notre commission alors qu'il n'y avait pas d'avancée au niveau national. Nous n'allons pas terminer. Il y a un internaute, l'émission interactive m'a dit de vous poser cette question. Oui. L'argent payé par les députés provinciaux, déjà à l'époque, ils avaient payé une caution. Aujourd'hui, la caution est à peu près de $610. Alors, on vous dit, que va faire la CAJ pour aider ces députés, ces candidats députés qui avaient déjà payé? Est-ce que vous allez les aider pour qu'ils puissent rentrer dans leurs frais? Nous avons à l'époque écrit plus de 5 lettres au gouvernement pour les sensibiliser sur cette question, attirer leur attention sur le fait que ce sont des faits qui sont susceptibles d'être considérés comme escroquerie ou détournement de l'argent d'autrui et qu'il fallait trouver une modalité à l'occasion des prochains scrutins pour compenser avec ceux qui vont être encore candidats. Mais ceux qui ne vont plus se représenter ont droit à un remboursement de leur somme d'argent, éventuellement avec des dommages-intérêts, parce que c'est pourquoi cet argent a été déboursé n'a pas abouti à l'objectif. Donc, nous sommes contents de constater que même la CENI avec laquelle on a discuté de la question l'a reprise aussi en main et qu'il y aurait déjà une solution qui va bientôt là se faire résoudre au niveau de la CENI. Voilà, nous allons aller à l'ISTA. Le nouveau comité de gestion de l'ISTA a été, permettez l'expression, intronisé. Steve Mbikaya a fait introniser ce nouveau comité de gestion et nous allons aller dans le Bas-Congo. Nous avons déjà effleuré ce cas. Il y a eu un accident au début de la semaine avec au moins, heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme, mais beaucoup de membres du gouvernement ont été blessés, ont été touchés lors de cet accident. Nous avons relevé ce fait-là, comment tout un gouvernement peut se déplacer, ou la plus grande partie du gouvernement peut se déplacer au même moment. L'exécutif est vraiment mis en danger. Sous d'autres, cela ne se fait jamais. Comme aux États-Unis, je vous donne l'exemple, le président et le vice-président ne prennent jamais le même avion. Donc, nous allons aller à Zongo pour l'inauguration de Zongo 2. Bon, son Excellence, Monsieur le Ministre, vient de m'informer de ma réhabilitation comme directeur général de l'ISTA. Bon, le tout fait normal, je vais d'abord. Et aussi mon collègue, le professeur, comme secrétaire académique, qui vient d'être nommé. Bon, j'ai commencé d'abord par remercier Dieu, le Père Tout-Puissant, remercier son Excellence pour cette marque de confiance, le gouvernement, le président de la République Joseph Kabila Kabange et toutes les autorités, toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette période. Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a donné des directives claires et nous allons observer les directives que nous avons données et nous allons pouvoir travailler ensemble, sans esprit de vengeance. On va travailler, nous tendons la main à tous les membres des différents corps de l'ISTA pour que nous puissions travailler ensemble et d'abord sécuriser l'Institut, puisqu'il n'est pas normal qu'une grande école d'ingénieurs comme la nôtre soit un endroit où n'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Nous allons mettre de l'ordre et nous allons travailler conformément au texte légal. La nouvelle centrale hydroélectrique dénommée Zongo 2, inaugurée ce vendredi 22 juin 2018 par le chef de l'État Joseph Kabila, vient renforcer la fourniture de l'énergie électrique à la partie ouest de Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Elle a une capacité installée de 150 MW. Les travaux de construction de cette centrale, lancés en mai 2012, ont coûté 360 millions de dollars américains. Située à environ 5 km de Zongo 1, dans la province du Congo central, et à une centaine de kilomètres de Kinshasa, la capitale,
Zongo 2 est une œuvre réalisée par l'entreprise Sino Hydro et financée par Exim Bank de Chine. Signalons par ailleurs que plusieurs ministres du gouvernement Tchibala qui s'est rendu à cette cérémonie d'inauguration de Zongo 2 ont connu un accident de circulation sur la nationale numéro 1. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, seulement quelques blessés ont été signalés et de nombreux dégâts matériels. Georges Kapamba, est-ce que Steve Bika il fait bien son travail, parce que nous avons appris que cela ne se passe pas comme ça, qu'il doit y avoir élection au sein des institutions pour remplacer le comité de gestion. Tout à fait. Alors pour vous... C'est ça l'esprit. Tout ce qui se fait actuellement, c'est fait en violation de la loi cadre sur l'enseignement supérieur et universitaire, qui a déjà prévu des dispositions qui voudraient que tous les dirigeants devant conduire les affaires de ces institutions universitaires puissent être élus par leurs pairs, jusque même au niveau de décanat, c'est-à-dire des directions des facultés, en ce qui concerne les doyens des facultés. Donc, à un moment donné, vous vous rappelez qu'à l'UNIKIN, cette pratique, ce respect, l'application de cette loi était au moins observée jusqu'à un certain moment, avant que nous puissions voir qu'un recteur puisse être nommé alors que les directeurs n'avaient jamais été élus. Bon, nous savons qu'au moins au niveau des facultés, les doyens sont toujours élus, mais il faudrait qu'on rentre à la loi. Il faut qu'on fasse respecter la loi, parce que vous savez, les dangers des nominations individuelles, c'est généralement, c'est généralement accompagné de beaucoup de choses, beaucoup de clientélisme, de sorte que lorsque quelqu'un est mis là-bas, au lieu de travailler dans l'intérêt de l'institution, il se croit être placé là-bas par celui, et il devient redevable, son obligé, et ça permet pas à l'institution de rayonner comme il se doit et travailler. Comme nous sommes dans le secteur de l'enseignement, je veux poser la question par rapport à la décision du ministre Moussemena par rapport à l'école primaire. Vous le savez, cette fois-ci, l'école primaire passe jusqu'à la 8e année. Alors pour vous, c'est une façon aussi, comme l'a dit le ministre Moussemena, d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire, parce que c'est ça la base. Non, je ne pense pas que ça soit... Je ne pense pas. J'ai parlé avec beaucoup d'experts, des inspecteurs, des membres des syndicats qui pensent que ce n'est pas ça la solution. La solution est ailleurs. Elle consiste en quoi? Pour le gouvernement, d'augmenter les budgets d'investissement dans les écoles. Parce qu'aujourd'hui, circuler, vous allez voir dans quel état de délabrement se trouvent les écoles. Deuxièmement, il faut qu'on fasse cesser la prise en charge des enseignants par les parents. Parce que, comme ce sont des parents qui payent, et les enseignants, à un moment donné, se gênent pour être rigoureux envers les enfants. Troisièmement, il faut qu'on rétablisse les contrôles du circuit privé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles privées qui pullulent presque partout. Qui les contrôle? Quel est le type d'enseignement qui est là-bas? On sait qu'il y a toujours des pratiques de collecte de fonds, notamment pour faire gagner certaines écoles de manière à attirer davantage de parents vers ces écoles. Mais ce sont des choses qui existent. Avec ça, on ne peut pas améliorer le niveau d'enseignement de nos enfants. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un étudiant qui finit l'université, il est incapable de vous rédiger une lettre. Pourquoi? Parce que déjà, la base, depuis la maternelle, l'école primaire, toutes ces conditions n'ont pas été réunies. Donc, augmenter tout simplement, fusionner, en fait, on a fait la fusion entre les cycles primaires avec une partie des CO, voilà, ce qui devient 7e et 8e. Rien en réalité n'a changé. Les acteurs restent les mêmes, les mots restent les mêmes, les enseignants ne sont pas payés convenablement, donc il n'y aura rien qui va changer par rapport à cette l'inauguration de Zongo 2, l'à côté, c'est évidemment l'accident qui a eu lieu. Oui, j'ai exprimé ma compassion envers ces compatriotes qui ont des charges gouvernementales, mais comme je venais de le dire dans l'introduction, la faute revient aussi au service gouvernemental qui a en charge
le recrutement des chauffeurs. Il n'y a pas de sanctions, il y a la culture d'impunité. Comment voulez-vous regarder même ce qui se passe sur le boulevard ici? Les chauffeurs, comment expliquer que les chauffeurs, parce que vous transportez un ministre, d'abord vous bâchez la plaque d'immatriculation, ceux qui violent même les lois de la République, les codes de la route, et puis de deux, ils se permettent des fois même de rouler dans le sens contraire. Mais ça se voit tous les jours. Ils brûlent les feux, ils se distinguent dans l'excès de vitesse, là où il y a la plaque qui indique 60 km, et sont au double, et ils ne sont pas interpellés, ils ne sont pas sanctionnés. Et ceux qui sont même conduits à l'intérieur de ces véhicules ne s'imposent pas pour faire changer cette pratique. Donc c'est ça. Je pense que c'est une question aujourd'hui des sociétés, et tous les citoyens congolais ont le droit de savoir pourquoi ces chauffeurs se comportent-ils de la sorte et bénéficient, ne sont jamais sanctionnés. Le président de la République a inauguré Zongo 2. Pour vous, ça sera une façon aussi d'améliorer la desserte en électricité. Hein, oui, je pense que c'est important parce que ça fait partie des droits socio-économiques. Tous les citoyens ont droit à avoir accès à l'électricité. Aujourd'hui, je sais que ça fait partie des casse-têtes pour les Congolais. On dit selon les statistiques que j'ai reçues dernièrement des responsables de la SNEL, il n'y a que 9% des Congolais qui auraient accès à l'électricité de manière permanente. Sur 80 millions, vous comprenez, ça veut dire que nous avons plus ou moins 70 millions de Congolais qui ne savent pas avoir accès. Et alors, dans ce monde d'aujourd'hui, avec l'économie numérique, comment voulez-vous que les Congo, c'est-à-dire la RDC, deviennent compétitives? Un pays émergent d'ici 2030, non, 2050. Je crois que c'est un rêve. Il faudrait qu'on retravaille, alors que nous avons un potentiel devant nous rendre aujourd'hui, rendre notre pays plus fort et distributeur même de l'électricité partout en Afrique. Et vous avez suivi par exemple l'Éthiopie. L'Éthiopie vient de réaliser un record en construisant un barrage qui va leur permettre de répondre à plus de 60% des besoins en électricité. Le barrage d'Assouan. Voilà, même si ça pose un peu problème parce que sur... voilà. Mais vous voyez au moins les types de projets, lorsqu'ils sont définis et portés par des dirigeants qui visent réellement l'intérêt général, ces projets aboutissent, ce qui n'est pas le cas malheureusement pour notre pays. L'avant-dernier sujet, mesdames et messieurs, visite le ministre des Droits humains au Kasaï. Le Kasaï, cette région qui a été secouée par beaucoup de problèmes, beaucoup de drames, beaucoup de tragédies. Le ministre des Droits humains s'y est rendu. Nous allons voir la réaction d'un juriste par rapport à la nomination de Sieur Vundwaou. La 31e session du Conseil des droits de l'homme à Genève sur la RDC est prévue pour le 3 juillet prochain. La RDC y sera représentée par sa ministre des Droits humains. Au cours d'une interview accordée à Radio Kapi, Marie-Ange Mouchobekwa dit attendre la manifestation de la vérité en toute indépendance à ses assises. Elle espère par ailleurs que la tribune des Nations Unies pour un dialogue interactif ne sera pas utilisée par certaines puissances pour régler des comptes aux dirigeants congolais qui ne leur plaisent pas. La numéro 1 de droits humains a indiqué qu'à ce conseil, ce ne sont pas les enfants de cœur qui s'y trouvent et n'espère pas plutôt que tous fassent des bisous à la RDC. Marie-Ange reconnaît par ailleurs le haut commissaire présent à ses travaux en homme responsable et va essayer de rester au-dessus de la mêlée. Au cours de cette session du Conseil des droits de l'homme, le rapport final des enquêtes menées par l'équipe d'experts internationaux sur les violations de droits de l'homme au Kasaï sera présenté. Marie-Ange Mouchobekwa, qui était en visite de 3 jours au Kasaï, affirme que les enquêtes ont beaucoup évolué. Pour rappel, ces enquêtes ont été lancées par les autorités congolaises au Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo, déchirée par des violences en 2016 et 2017. La nomination de Vundwaou Etepemako au poste de premier président du Conseil d'État n'échappe pas au débat. Pour Michel Eboma, juriste de son État, cette nomination viole la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif dans son article 25, section 4. Nous sommes étonnés, nous sommes choqués
de constater que le président de la République nomme M. Vundoa Tepemako Félix comme premier président du Conseil d'État. Or, ce dernier n'est pas magistrat. Il n'a jamais été régi par le statut des magistrats. Il ne relève pas du Conseil supérieur de la magistrature. De ce fait, il est dépourvu de la qualité de magistrat. Il ne peut donc pas se positionner comme membre du Conseil d'État. Cet homme de droit estime qu'il n'est pas tard pour corriger ce qu'il a qualifié d'erreur de la part du chef de l'État. Nous aimerions que le président puisse rapporter lui-même cette ordonnance, et si il ne le fait pas, nous serons obligés de déborder devant soit la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de cette ordonnance-là, ou encore nous pouvons aussi aller devant le même Conseil d'État pour l'annulation de cette ordonnance qui viole la loi organique portant fonctionnement, organisation et compétences du Conseil d'État. Michel Eboma compte mobiliser ses collègues pour saisir la Cour constitutionnelle au cas où cette erreur ne sera pas rectifiée. Georges Kapamba, vous avez suivi Marie-Ange Mouchobekwa. Elle a dit les enquêtes au Kasaï ont évolué. Vous y croyez? Oui, nous discutons avec les collègues des Nations Unies qui ont en charge la conduite de l'enquête sur le terrain. Et nous savons que selon aussi les calendriers, les prescriptions du Conseil de la dernière session, il est obligatoire qu'ils puissent présenter les rapports à la prochaine session qui commence. Mais vous avez suivi aussi ces propos. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent chercher de noises à la République démocratique du Congo. Il n'y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la RDC et tout ça. Non, il n'y a pas de gens qui sont contre la RDC. Tous les États qui sont contre la RDC. Non, on ne peut pas se victimiser jusqu'à ce niveau. Le problème est à notre niveau, au niveau de nos dirigeants. Quelle est la gestion que nous faisons des droits de l'homme? Est-ce que nous pouvons être pris au sérieux lorsque nous allons au Conseil des droits de l'homme? Par exemple, nous annonçons que la mesure d'interdiction des manifestations publiques a été déjà levée par le gouvernement et que le lendemain, lorsque des jeunes du mouvement Lucha se retrouvent à Butembo, à Beni, à Goma, ils sont réprimés. Mais tous ces gens écoutent. C'est contradictoire. Sans oublier qu'à Rutshuru, on a arrêté les gens. Ici à Kinshasa, n'en parlons pas. Donc, ce sont ces contradictions-là qui établissent finalement notre faiblesse, notre manque de bonne foi. Et l'effort doit être fourni pour que nous puissions redorer l'image des marques de ces pays. On a assez humilié la République démocratique du Congo. On l'a assez ridiculisé. Il faut que par notre gestion, les gestions de nos dirigeants, que nous puissions changer les choses. Vous avez suivi Maître Eblavi, je crois que c'est, je sais pas, son nom. Oui. Comment on peut nommer un non-magistrat au Conseil d'État? C'est un scandale. C'est parmi les scandales. La CAJ, nous avons déjà accompli notre devoir citoyen. Premièrement, en écrivant au président de la République, non seulement pour ces derniers cas, mais aussi pour les anciennes nominations, notamment d'un des membres de la Cour constitutionnelle, qui, selon les informations à notre possession, depuis qu'il avait été nommé comme ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda, avant d'être rappelé à la suite d'un incident diplomatique avec le Rwanda, il n'avait jamais été formellement déchargé de ses fonctions. Et par conséquent... On n'a jamais remplacé notre ambassadeur au Rwanda? Non, c'est connu de tous que jusqu'à ce jour, la RDC n'a pas toujours d'ambassadeur. Donc, nous avons posé gentiment ces questions, nous les avons soumis pour que des corrections soient faites. Nous avons fait la même chose auprès du président de la Cour constitutionnelle. Nous continuons encore à attendre, non seulement par rapport à ça, mais par rapport aussi à la violation de la loi sur la parité en ce qui concerne les membres de la Cour elle-même. Il n'y a aucune femme. Dommage. Même si aujourd'hui, avec les dernières nominations, au moins du côté du parquet, sur les 11 membres du parquet, nous avons enfin 3 femmes, ce qui nous permet d'arrondir au moins jusqu'à 29%. Mais même ces nominations, nous savons que le Conseil supérieur de la magistrature a été marginalisé. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une institution que la Constitution a instituée pour
qu'elle puisse seule proposer au président de la République des nominations à tous les niveaux. Et il n'est pas question que le président de la République puisse nommer des magistrats, faire des promotions, sans que ça soit sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà les questions que nous leur avons soumises par écrit. Nous espérons attendre des suites, principalement des corrections. Si ce n'est pas fait, je crois que les compatriotes... Les Congolais se posent la question, pourquoi à chaque fois, dans la plupart des cas, quand le chef de l'État signe des ordonnances ou nomme et tout ça, il y a toujours, après, des choses qui reviennent, comme cette histoire de dire que Vundoawe n'est pas magistrat, comme vous avez dit qu'il n'est pas ambassadeur. Est-ce que les services qui sont autour du chef de l'État ne connaissent pas tous ces petits détails? Non, ils les connaissent. Je sais qu'il y a autour de lui... Ça fait tâche à chaque fois la même chose. Des éminents juristes, mais c'est aussi un débat de société. Il doit se faire. Et ces gens, on doit trouver quand même des opportunités pour qu'ils soient questionnés. Qu'ils expliquent un peu à la population, principalement aux autres juristes, pourquoi ce genre de choses peuvent-elles se répéter? Quel est leur rôle auprès du chef de l'État? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils peuvent s'estimer mériter davantage la confiance du chef de l'État et mériter même le traitement, la rémunération qu'ils perçoivent par rapport à leur qualité, mais en accomplissant ce genre de Est-ce que vous avez déjà répondu par rapport à vos lettres, par rapport à... Non, aucune réponse, silence. La situation est statu quo. Silence total. Je crois que, comme notre compatriote l'a indiqué, en tant que juriste, il devra être carrément envisagé une action allant dans le sens d'attaquer ces ordonnances devant la Cour constitutionnelle parce qu'elles ont manifestement violé la Constitution de la République démocratique du Congo. Parce que, comme la loi l'a dit, s'agissant de la dernière nomination, on doit éviter des sentiments. Lorsque dans un État, dans une société, on respecte la loi, et c'est ça même le sens de notre exposé des motifs de la Constitution qui dit que la République démocratique du Congo est un État de droit. Et l'article 1er de notre Constitution dit que la République démocratique du Congo, dans ses frontières actuelles, est un État de droit, sans oublier que les Congolais ont voulu établir au cœur de l'Afrique un État de droit. Mais l'État de droit, c'est le respect et la soumission de tout le monde à la loi. Mais lorsqu'il y a ce genre de choses, nous nous posons la question de savoir si ceux qui ont eu à participer à la minute, à l'instrumentalisation de ces documents, si c'était déjà réellement de bonne foi. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par les examens d'État. C'est cette semaine qu'a eu lieu l'épreuve des examens d'État. Il y a eu une tournée, je crois que le ministre qui est en charge de ce secteur est descendu pour aller voir, palper du doigt les réalités sur le terrain. Et évidemment, au Nord Kivu, la République démocratique du Congo, en fait, Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Donc nous avons aussi eu état de ce qui s'est passé au Nord Kivu par rapport aux examens d'État. La province éducationnelle du Nord Kivu 1 n'a pas enregistré des finalistes du secondaire à l'édition 2017-2018 comme l'année précédente. Plus de 1000 finalistes n'ont pas participé aux épreuves de l'examen d'État, a déploré le directeur de cette province éducationnelle. C'était lors du lancement officiel de cette épreuve ce lundi 18 juin 2018 à Goma. Présent à cette cérémonie, le gouverneur du Nord Kivu regrette cette situation. Selon notre source, Julien Paluku l'explique par l'insécurité et le déplacement récurrent de la population à la suite de l'activisme des groupes armés dans certains territoires. La 52e édition de l'examen d'État au Nord Kivu connaît la participation de plus de 20 000 finalistes, parmi lesquels 9 000 sont de filles. Au Kasaï central, par contre, environ 24 262 candidats finalistes prennent part à cette évaluation. Le gouverneur de cette province promet d'octroyer des bourses d'études supérieures de 5 ans aux 3 meilleurs lauréats de cette édition dans sa province. Notre source rapporte également qu'un élève finaliste a trouvé la mort quelques heures avant le début de la session ordinaire de l'ex-État au sud de Kananga. La tuberculose mal soignée serait à la base de cet incident.
Pour rappel, la province du Kasaï central a passé l'édition 2017, un mois après la date officielle, à cause de l'insurrection des miliciens Kamina Sapu. Premier centre à être visité, le collège Elikia dans la commune de la Gombe. Ici, la ministre provinciale de l'Éducation, en tête d'une imposante délégation des gestionnaires de son secteur dans la ville de Kinshasa, va inspecter le déroulement de cette première épreuve de la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2018. Thérèse Olinga était porteuse d'un message du gouverneur de la ville aux finalistes de la capitale. Le message du gouverneur de la ville, c'est de demander un sens des responsabilités de la part de chacune et de chacun. Quand ils terminent leurs épreuves, c'est fini. On doit oublier les images des enfants qui déchirent leurs uniformes, qui s'agrippent sur les véhicules, qui prennent de l'alcool. Nous attendons de nos enfants une attitude responsable. De la même manière, nous demandons aux parents un bon encadrement pour beaucoup de sérénité par rapport à ces enfants qui passent leurs épreuves, à tous les usagers de la route, de la courtoisie et aux gestionnaires, encore une fois, pas de tracasserie. La même démarche sera effectuée par la même délégation dans deux autres centres de Kinshasa, celui situé au lycée technique de Limete dans la commune qui porte le même nom, ainsi que l'école Cardinal Maloula à Kinkole dans la commune de Lansele. Un échantillon largement suffisant pour se faire une idée du déroulement des épreuves sur toute l'étendue du pays. Ayez vos oreilles branchées vers le parcours du ministre national. Hier, il était à Goma. Ce matin, il est allé lancer la session à Kalemi. Ce soir, il sera à Bukavu pour lancer la deuxième journée demain. Après demain, il sera à Bunia et il va clôturer la session à Aru où tout va très bien. S'il y avait des bruits de bottes dans tous ces coins-là, les ministres ne seraient pas rendus. Notons que c'est le 21 juin prochain que vont se clôturer ces épreuves d'examen d'État, édition 2018. L'Est de la République démocratique du Congo, le Kasaï, Georges Kapamba, vous avez vu comment les élèves passent ces examens d'État sous tension. Ça va continuer comme ça à chaque fois. Ça fait partie de notre préoccupation parce que ces enfants, tous les enfants congolais ont le droit d'accéder à l'éducation. L'éducation passe aussi par leur participation à ce genre d'épreuves. Donc l'insécurité qui s'abat aujourd'hui de manière généralisée à travers notre pays. Et les maladies aussi, comme on casse les maladies, voilà. Oui, tout ça, ce sont les conséquences de la gestion de notre pays qui ne répond pas au principe de la bonne gouvernance, parce que c'est des choses que notre pays, avec toutes ses potentialités, pouvait vraiment éviter. Donc, il faudrait que les autorités travaillent principalement pour le rétablissement de la sécurité à travers tous les territoires, mais combattent aussi tout ce qu'il y a comme ces maladies déjà oubliées, mais qui refassent aujourd'hui surface. Parce qu'il y a beaucoup... le choléra, la fièvre typhoïde et tout ça. Oui, c'est un problème d'assainissement et ce sont des maladies qui établissent seulement les conditions de pauvreté des populations. Donc, ces gens ne sont pas en mesure de vivre dignement et c'est comme ça qu'ils connaissent toutes ces maladies. Il faut qu'il y ait beaucoup d'efforts, mais il faut peut-être terminer s'agissant de l'enseignement. Le fait que dernièrement, je parlais avec beaucoup d'étudiants de l'université alternative à Goma qui se posent toujours des questions par rapport à leurs perspectives d'avenir. Ils disent, mais c'est bien d'aller étudier, passer les épreuves au niveau des humanités, au niveau des universités, mais quand nous finissons, qu'est-ce que nous devenons? Nous avons aujourd'hui plus ou moins 15 à 18 millions de jeunes qui ont fini des études au niveau universitaire. Mais aucun débouché, aucun emploi. Mais ce sont là des interrogations qui doivent être portées par les dirigeants de manière à trouver des solutions. Nous sommes en train de chuter, vraiment. Merci à Georges Kapamba. Question directe avant de clore. Candidat à la députation quelque part? Non, non, pas pour le moment. Je pense que je suis déjà à plus de 25 ans de lutte dans le mouvement associatif. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que il y en a aujourd'hui qui nous jettent des flèches et de n'importe quoi, ils ne savent pas que
nous faisons ce travail depuis très longtemps, avant même que certains qui se sont fait connaître aujourd'hui pour l'occupation de certaines fonctions ne soient pas ici avec nous. Nous pensons encore continuer à servir notre pays dans la société civile. Comme je le dis toujours, tout le monde ne peut pas être député, tout le monde ne peut pas être ministre. Georges Kapamba a choisi de rester dans l'activisme dans la société civile. Et moi, Paulette Kimuntu, j'ai choisi de rester journaliste. Et comme Alain Bolikango a choisi de rester caméraman, et Freddy Kipimo a choisi d'être monteur. Voilà, à chacun son rôle dans le développement de la République démocratique du Congo. Merci aussi à celle qui m'a habillée ce dimanche. Merci à Rihanna Couture et à la Maison de Pagne Originale. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à travers le monde par l'Internet. Et comme vous le savez, nous sommes maintenant dans la télévision numérique terrestre, canal 21, si je ne me trompe pas. Alors, vite, achetez-vous des téléviseurs avec TNT et vous allez nous capter avec des images impeccables. Merci à vous et à dimanche prochain. Inch'Allah.